Il n'y a pas toujours de guerre, mais parfois le silence est plus bruyant qu'un coup de canon. Sur les rives de la Méditerranée, deux nations se regardent. Elles ne se parlent pas toujours, mais se comprennent à travers les gestes, les regards, les absences. La France et l'Algérie, deux noms liés par une mémoire lourde, un passé qui colle au mur comme une odeur de poudre ancienne. Parfois, un mot mal placé devient une insulte. Une phrase diplomatique devient une gifle symbolique. Et ce qui aurait pu être un simple malentendu devient une tempête. En France, certains discours évoquent une mémoire trop pesante, une responsabilité à nuancer. En Algérie, on perçoit ces discours comme un effacement, une humiliation renouvelée. Mais au fond, qui provoque vraiment? Et qui comprend de travers? La tension ne se lit pas toujours dans les journaux. Elle est dans les silences des présidents, dans les échanges gelés, dans les gestes symboliques qu'on déchiffre comme des déclarations de guerre voilée. Et si, derrière cette danse entre colère et retenue, se cachait une blessure que les mots ne peuvent plus recouvrir? Un cri qui n'a jamais été entendu. Un passé qui refuse de mourir. Certains liens sont tissés avec du feu. Et même lorsqu'ils se brisent, la brûlure demeure. La relation entre la France et l'Algérie n'est pas une histoire d'amitié ordinaire. Ce n'est pas non plus une simple tension diplomatique. C'est une mémoire vive, une mémoire qui ne dort jamais. Tout commence au XIXe siècle, lorsque la France prend pied sur les terres algériennes. Mais cette présence n'est pas neutre. Elle s'impose, elle se propage, elle transforme les paysages, les langues, les coutumes. Pendant plus d'un siècle, les deux peuples cohabitent dans une hiérarchie violente où l'un domine pendant que l'autre résiste. Et puis vient l'indépendance. 1962. Un cri de libération. Mais aussi un point de rupture. Car cette séparation ne ferme aucune plaie. Elle laisse derrière elle des mémoires divisées, des blessures sans traitement, des silences qui résonnent comme des accusations. Depuis, chaque mot entre les deux pays est chargé. Chaque déclaration diplomatique est un champ de mine. La France regarde l'Algérie avec un mélange d'orgueil post-colonial et de malaise. L'Algérie, elle, observe la France avec suspicion, fierté et rancune. Il ne s'agit pas d'un simple malentendu entre deux gouvernements. Il s'agit de deux peuples qui portent en eux des mémoires contradictoires. Pour l'un, la colonisation fut une mission civilisatrice. Pour l'autre, un siècle de vol, d'humiliation et de souffrance. Et cette dualité traverse encore les familles, les livres d'histoire, les plateaux télé. Elle revient dans chaque débat sur l'immigration, sur l'intégration, sur la mémoire. Elle revient dans les silences diplomatiques, dans les regards détournés lors des sommets internationaux. Alors, comment construire une relation apaisée, quand les fondations sont faites de cendres encore tièdes? Et si le véritable conflit ne se jouait pas dans les ambassades, mais dans les cœurs de ceux qui n'ont jamais vraiment oublié? Ce n'est pas parce qu'un empire s'effondre qu'il disparaît des esprits. La mémoire coloniale est un fantôme qui habite les vivants. Tout commence en 1830, lorsque la France débarque à Alger. Ce n'était pas une visite, c'était une conquête. Pendant plus de 130 ans, la colonisation française va transformer profondément l'Algérie. Elle va redessiner les terres, effacer les traditions, imposer une langue, une culture, une loi qui n'était pas la sienne. Derrière le mot colonisation se cachent des réalités cruelles. Villages rasés, terres confisquées, famines organisées, peuples déplacés, mosquées transformées en casernes. On parle souvent de routes, d'écoles, d'infrastructures. Mais on oublie les internements, les humiliations quotidiennes, le racisme institutionnel. L'Algérien n'était pas un citoyen, mais un sujet. Une présence tolérée dans un pays qui était autrefois le sien. Et puis, il y a la guerre. De 1964 à 1962,
Une guerre brutale. Silencieuse d'abord, puis sanglante, avec ses massacres, ses tortures, ses représailles, ses disparus. Une guerre dont le nom lui-même fut nié pendant longtemps par la République française. On parlait d'événements d'Algérie, comme si le sang n'avait pas coulé, comme si les morts n'avaient pas crié. Mais les cicatrices ne s'effacent pas avec les décennies. Elles traversent les générations. Elles vivent dans les récits des grands-pères, dans les larmes des mères, dans les colères des jeunes. Ce passé, que l'on tente parfois de recouvrir sous des discours de réconciliation, revient à la surface à chaque tension, à chaque débat identitaire, à chaque petite provocation. Pour l'Algérie, la colonisation n'est pas un chapitre clos. C'est une plaie que certains mots français viennent rouvrir sans s'en rendre compte. Pour la France, reconnaître pleinement cette douleur, c'est aussi reconnaître un pan de son histoire qu'elle a longtemps refusé de regarder en face. Et si ces tensions actuelles n'étaient que l'écho d'un passé mal digéré? Peut-on réellement tourner la page quand on n'a jamais lu la dernière ligne ensemble? L'indépendance n'est pas la fin d'une domination. C'est souvent le début d'une autre attente, plus subtile, plus cruelle. L'Algérie devient libre, les rues vibrent de cris de victoire. Des drapeaux flottent au vent, des chants remplissent les places. Mais au-delà de la fête, une question silencieuse s'élève. Et maintenant? La rupture est actée, mais les liens ne sont pas coupés. La France reste présente, par ses entreprises, sa langue, ses accords militaires, ses intérêts économiques. L'Algérie, de son côté, cherche à se reconstruire sur les ruines, avec une jeunesse affamée d'avenir, une société blessée, un État à inventer. Les accords d'Évian prévoyaient des coopérations, des échanges, une forme de respect mutuel. Mais très vite, les déséquilibres réapparaissent. Les promesses d'égalité deviennent des silences. L'aide se transforme en surveillance. La parole diplomatique devient ambiguë. L'Algérie espérait une relation d'adulte à adulte. Elle se retrouve souvent face à une France qui parle avec condescendance, comme à une ancienne colonie qu'on tolère, qu'on aide, mais qu'on ne considère pas tout à fait comme son égale. Les discours politiques sont remplis de conditionnels, d'oubli volontaire, de refus de repentance. Pourtant, l'Algérie continue de tendre la main, souvent. Elle appelle à une mémoire partagée, à une histoire racontée ensemble. Mais la France répond par des demi-mots, des excuses à demi murmurées, des commémorations sans profondeur. Cette frustration s'accumule. Dans les discours du gouvernement algérien, dans le regard de la diaspora, dans la colère de ceux qui voient une France qui refuse d'assumer jusqu'au bout. Et si la vraie fracture n'était pas dans les événements passés, mais dans les attentes jamais honorées, dans cette promesse de respect, d'égalité, de reconnaissance, restée en suspens depuis plus de 60 ans? Les mots ont un poids. Et certains mots, quand ils tombent, résonnent comme des bombes dans les mémoires anciennes. La diplomatie entre la France et l'Algérie se joue souvent sur des détails. Un mot, un geste, une déclaration anodine à Paris peut devenir une étincelle à Alger. La tension ne vient pas toujours d'actes concrets, mais de l'interprétation des discours, de ce qui est dit ou tu. Ces dernières années, plusieurs prises de parole de dirigeants français ont déclenché des vagues de colère. Emmanuel Macron, en particulier, a multiplié les déclarations à double tranchant. D'un côté, il reconnaît certains aspects du passé colonial. De l'autre, il questionne l'existence de la nation algérienne avant 1830 ou accuse le régime algérien de vivre sur une rente mémorielle. Ces propos, prononcés dans un cadre stratégique, médiatique ou politique, sont perçus en Algérie comme des provocations déguisées. Derrière ces formulations, l'Algérien n'entend pas une critique politique, mais une atteinte à son identité, à sa dignité, à sa mémoire. Et puis, il y a ces décisions symboliques.
la réduction des visas, les expulsions ciblées, les propos sur l'islam, sur les banlieues. Même si elles sont destinées à un public français, elles résonnent de l'autre côté de la Méditerranée. Comme si la France parlait toujours de l'Algérie en la maintenant dans un rôle d'enfant turbulent qu'il faut corriger. Mais faut-il y voir une volonté délibérée de blesser? Ou simplement une incompréhension profonde, un manque d'écoute, un aveuglement post-colonial? Peut-être que la France, trop centrée sur elle-même, ne réalise pas que chaque mot prononcé sur l'Algérie est une piqûre dans une mémoire vive. Et si certaines maladresses n'étaient pas si innocentes? Et si le discours français restait inconsciemment porteur de domination? Un langage codé, hérité de l'époque coloniale, qui n'a jamais été réécrit. Quand un pays a été humilié, il n'oublie jamais. Il apprend à lever la tête, même si parfois c'est pour cacher les larmes. L'Algérie ne répond pas aux piques françaises avec silence. Elle répond avec fierté, avec fermeté. Chaque mot de Paris déclenche une réaction d'Alger, calibrée, souvent tranchante, parfois théâtrale. Mais cette réaction ne vient pas uniquement de la blessure historique. Elle vient aussi d'une volonté politique très précise. Depuis l'indépendance, l'Algérie s'est construite dans une posture de résistance. Résistance à l'Occident. Résistance au passé. Résistance à toute forme de domination. Cette posture fait partie de son ADN politique. Et face au discours français, elle devient un instrument de légitimation intérieure. Lorsque la France parle mal, l'Algérie en profite pour resserrer les rangs, pour rappeler sa souveraineté, pour affirmer son autorité devant sa population. La critique de l'ancien colonisateur devient une arme politique, une manière de rappeler qui est l'ennemi historique, qui est le coupable de tant de douleurs passées. Mais cette réaction est aussi sincère. Elle vient du peuple. Dans les rues, dans les médias, dans les universités, on entend cette rage, cette fatigue, ce besoin d'être considéré autrement. Les jeunes, surtout, veulent tourner la page, mais pas sans reconnaissance. Ils veulent parler d'avenir, mais avec mémoire. Le gouvernement algérien, lui, navigue entre deux eaux. Il veut montrer sa force. Mais il sait aussi que la relation avec la France est utile. Pour l'économie, pour la diaspora, pour le jeu diplomatique. Alors, il oscille entre provocation et appel au respect, entre rupture symbolique et nécessité pratique. Et si derrière la colère algérienne, il y avait une exigence d'égalité, non pas une vengeance, mais un besoin d'être enfin regardé sans filtre, sans arrogance, sans passer dans les yeux de l'autre. Il suffit d'un titre, d'un mot, d'une image sortie de son contexte pour allumer un feu que plus personne ne peut éteindre. La tension entre la France et l'Algérie n'est pas seulement diplomatique, elle est aussi médiatique. Les chaînes d'information, les journaux, les réseaux sociaux, tous participent à amplifier les malentendus, à transformer des nuances en conflits, des gestes en insultes, des silences en provocations. En France, certains médias abordent l'Algérie avec une posture de méfiance permanente. On parle de l'Algérie autoritaire, de régime opaque, de rancune persistante. La critique politique se mélange souvent à une connotation culturelle, voire raciale. On donne parfois à l'audience l'image d'un pays figé dans le passé, incapable de tourner la page. En Algérie, la presse n'est pas en reste. Les médias nationaux dénoncent avec force l'arrogance française, l'ingérence néocoloniale, le mépris occidental. Chaque mot prononcé à Paris devient une preuve supplémentaire d'une hostilité persistante. Le sentiment populaire est nourri, alimenté, transformé en colère. Et au milieu de tout cela, les algorithmes font leur travail. Ils montrent ce qui choque, ce qui divise, ce qui brûle. Un extrait d'interview mal coupé,
un titre tendancieux, une image violente, voilà les armes modernes d'une guerre de narration. Les opinions publiques s'échauffent, les réseaux se radicalisent, les jeunes se braquent. Les journalistes ne sont pas toujours mal intentionnés. Mais la course à l'audience, au clic, à la sensation les pousse à simplifier ce qui est complexe, à polariser ce qui pourrait être apaisé. Ils parlent à leur public respectif, mais oublient qu'en face, les mots voyagent et traversent les frontières et les blessures. Et si la vraie fracture n'était pas seulement politique, mais dans cette manière de raconter l'autre sans le comprendre, de faire du passé une arme, du présent une caricature? Parfois, la vérité n'est ni blanche ni noire. Elle se cache dans une zone grise, brouillée par les peurs, les souvenirs et les intérêts. Il est tentant de désigner un coupable, de dire « c'est la France qui provoque » ou « c'est l'Algérie qui cherche la confrontation ». Mais la réalité est plus trouble, plus glissante, plus insaisissable. Ce qui semble être une provocation n'est parfois qu'un malentendu culturel, et ce qui ressemble à un malentendu peut être une stratégie déguisée. Dans certains cas, les tensions sont entretenues délibérément, par calcul politique. Pour détourner l'attention d'une crise interne, renforcer une posture de puissance, ressouder un électorat autour d'un ennemi extérieur. Dans d'autres cas, les gestes maladroits sont sincères, mais interprétés à travers le prisme d'un passé non guéri. Quand la France parle de « réduire les visas », elle pense peut-être à une pression diplomatique. L'Algérie, elle, y voit une humiliation post-coloniale. Quand un ministre algérien critique ouvertement la France, c'est parfois pour renforcer sa propre image nationale. Mais la France y voit une provocation gratuite. Il y a aussi le piège de l'incompréhension. Deux cultures politiques différentes, deux manières de parler, de gérer l'histoire, de représenter la fierté. Là où la France prétend à la rationalité, l'Algérie insiste sur la mémoire et l'honneur. Là où la France revendique l'universalisme, l'Algérie rappelle la blessure particulière. Et au centre de cette tension, la mémoire. Ce que l'un appelle le passé, l'autre l'appelle le présent. Ce que l'un pense avoir oublié, l'autre le vit encore au quotidien. Ce décalage rend tout dialogue fragile, explosif. Alors, qui provoque qui? Et si la véritable provocation était l'indifférence? Et si le malentendu venait surtout d'un refus d'écouter l'autre, autrement que pour répondre? Regarder vers l'avenir, c'est parfois accepter de laisser le passé derrière soi. Mais est-ce vraiment possible quand ce passé habite encore chaque regard? Alors que les tensions s'accumulent, deux voies se dessinent pour la relation franco-algérienne. L'une est celle de la rupture assumée, un éloignement officiel, une normalisation froide, voire une mise à distance. L'autre, plus difficile, est celle de la réconciliation, un travail de mémoire sincère, un dialogue patient, une volonté partagée de tourner la page. Aujourd'hui, certains en France acceptent l'idée que la relation avec l'Algérie doit changer, qu'elle ne peut plus être teintée des vieux réflexes coloniaux. Dans le même temps, en Algérie, une nouvelle génération aspire à dépasser la rancune, mais pas sans reconnaissance. La diaspora joue un rôle clé, car elle incarne un pont fragile entre les deux pays, avec ses rêves, ses contradictions et ses attentes. Les artistes, les intellectuels, les citoyens engagés cherchent à créer une nouvelle narration, plus juste, plus humaine. Mais les obstacles sont nombreux. Rancunes historiques, intérêts politiques, fractures sociales et surtout la peur. La peur d'abandonner une identité construite dans l'opposition. La peur de perdre une mémoire commune, même douloureuse. Alors, l'avenir sera-t-il un affrontement continu ou le début d'une rencontre nouvelle? Peut-être que la clé est ailleurs, dans le courage d'écouter vraiment, d'accepter la douleur et
Et si, au-delà des mots, des discours et des drames, il restait une envie silencieuse, celle de la paix, du respect, de la compréhension. La France et l'Algérie sont liées par un passé tumultueux, par des blessures partagées et par des malentendus profonds. Pourtant, derrière la colère et les provocations, il y a peut-être une fatigue commune, une lassitude des conflits sans fin, des discours blessants, des rancunes qui s'enveniment. Ce n'est pas une histoire facile, ni un simple combat diplomatique. C'est une quête pour entendre l'autre sans le juger, pour reconnaître les douleurs, les erreurs et les espoirs, pour se souvenir ensemble et peut-être, un jour, se réconcilier. Le chemin est long, fragile, semé d'embûches. Mais il commence toujours par un pas, une écoute, un mot sincère. Et si ce pas était possible, ici et maintenant? Dans ce silence, dans cette attente, dans cette question ouverte, tout reste à écrire.